Non, je ne me souviens plus du nom du bal perdu. Ce dont je me souviens, c'est de ces amoureux qui ne regardaient rien autour d'eux. Giorgio Barberio Corsetti, merci d'avoir accepté le principe du mot à mot. Oui, avec plaisir. Et le premier mot que je voulais vous proposer, c'était cirque. Cirque. D'abord, mot à mot, c'est très bien pour Kleist. Donc, le mot cirque, c'est un monde que j'aime énormément. Et j'aime les circassiens, j'aime travailler avec les circassiens qui ont d'un côté un esprit très concret. Ils sont eux-mêmes qui montent leur agrès, donc ils s'occupent de tout sur le plateau. Et après, ils ont cette folie du défi à toutes les lois principaux qui règlent notre quotidienneté, l'équilibre, les vols, la chute. Et donc, tout d'un coup, il met en question au niveau d'émotions, les émotions primaires du public. Donc, une fois qu'on a envie de raconter les dieux, les animaux, travailler avec des circassiens, c'est génial parce qu'il amène cette émotion primaire. Et donc, on peut raconter qu'est-ce que c'est, par exemple, l'apparition d'un dieu dans les métamorphoses d'Ovide. Deuxième mot, c'est rapport. Et le rapport entre le cirque et Kafka, le cirque et Von Kleist, par exemple. Il y a un rapport entre, pas les cirques comme forme d'expression spécifique, entre les corps et Kafka. Dans Kafka, le corps est encore transpercé, comme dans la colonie pénitentiaire, où la loi est écrite sur les corps par des pointes qui marquent la loi qu'on a transgressée, mais on la comprend qu'au moment de mourir. Donc c'est une machine très spécifique qui nous dit qu'est-ce qu'on a fait de mal, juste le moment qu'on crève. Et c'est encore tué, Kafka il l'appelait cassé. Il s'appelait l'homme avec une ombre trop grande. C'est un corps où les gestes sont très importants et amènent dans un endroit à côté qui a à faire avec le mystérieux, le mystère, avec des signes envoyés dans l'espace. Dans Kleist, le corps est très présent, mais c'est un corps qui est traversé par la parole. Le corps est la langue, la parole de Kleist n'est pas parlée par les personnages, mais il parle des personnages. Je ne vais pas vous dire métamorphose, ça n'aurait pas de sens. Mais je vais vous parler de Pasolini, puisque vous êtes italien. Donc oui. Pasolini, référence intellectuelle absolue en Italie. En quoi vous êtes-il influencé, Pasolini? Pasolini, il a, comme un prophète, comme certains grands poètes qui ont eu une sensibilité aussi forte pour capter ce que c'était le futur d'une civilisation. Il a très bien compris dans les années 70 qu'est-ce que ça allait devenir avec les télés et tout ce que l'école, la dégénération d'une culture et ce que ça aurait pu produire. Donc il y a ces côtés-là, de l'autre côté il y a les poètes civils, donc, qui a participé d'une certaine manière au grand mouvement de la pensée et aussi un grand poète. Et là en fait je rentre en Italie et je vais travailler sur Pasolini justement. Berlusconi. Pourquoi parler d'un homme insignifiant? C'est ça qui est terrible, c'est que des hommes médiocres et ignorants mais avec un savoir-faire, puissent décider les destins pendant un temps très long, et ça continue, d'un peuple, d'une nation. Et comment ça se fait que des gens aussi gentils et plutôt
des bonnes personnes comme les Italiens, il s'est fait avoir de cette manière. C'est très étonnant. Mais ça fait partie de l'histoire qu'on connaît, non? Ça arrive, ça vient, ça revient. Le mot suivant est travail. Mais avant qu'on parle de votre travail, et notamment de votre travail ici à Avignon, je vous propose de regarder un extrait du Prince de Hombourg de von Kleist que vous avez mis en scène dans la cour d'honneur. Extrait. Qui de vous veut rester? Tu m'as entendu? Pourquoi t'emporter? Et c'était juste un conseil qu'on te donnait. Prends-le chez toi. Je te suis. Mais je le prends sur moi. En avant, mes frères! Le mot suivant est donc travail. Von Kleist, Avignon, 2 pièces. Pas une, mais 2 pièces. Ben c'est assez... C'est un monde incroyable, rentrer dans Kleist. Et quand on a discuté avec Olivier, il m'a proposé, entre autres, on a parlé des Kleist et il m'a dit pourquoi pas les Princes. Moi, j'avais pas... 1951, Gérard Philippe ici. Oui, Hein, donc oui, voilà. Il y a des Pour moi, références. c'est pour vous. Oui. Moi, Non, mais j'entends bien. Moi, je peux vous parler des mises en scène de Streller ou Évidemment. qui ont fait notre histoire du... Non, je savais, je connaissais ça, mais je ne me suis pas posé ça comme un problème. Donc après, je suis rentré dedans et... Vous êtes d'ailleurs né l'année... Vous êtes né en 51 ? Oui. C'est l'année du Prince de Hombourg, Oui, voilà, version c'est un de destin. c'est un destin. Je ne sais pas si c'est un bon destin. Voilà, donc je suis rentré là-dedans et en même temps, on m'a proposé de travailler l'année finale, la dernière année de l'Irak. Et j'ai proposé de travailler la première. L'Irak, c'est l'école des comédiens de Cannes. Hein, oui, voilà, pardon. Donc, je me suis retrouvé avec la dernière et la première. La dernière écrite 6 mois avant le suicide. Ce suicide, oui. Et la première qu'il a écrite quand il était très jeune, donc de la même âge de ceux qu'il a joué en ce moment. Et au tout début, je me suis dit, mais qu'est-ce que j'ai à faire avec une pièce en parlant du prince qui parle des militaires? Je n'ai même pas fait les services militaires, je n'ai rien à faire avec ça. Et tout d'un coup, je me suis rendu compte que c'est une pièce qui parle de la guerre, bien sûr, parce que la vie a une guerre, et d'une bataille, parce que les épisodes de la vie sont des batailles. On se confronte avec la loi du père, et si on gagne, on est coupable. Et tout d'un coup, on revient à Kafka, étrangement. Si on gagne, on peut gagner que contre la loi, on est coupable. Peut-être le père a perdu quelque chose à cause de notre victoire. Il y a un conte de Kafka qu'il a écrit, un des premiers, qui s'appelait Das Urteil. Et c'est un fils qui va très bien dans la vie et tout d'un coup, le père qui pensait être malade, il se réveille, il devient énorme, gigantesque et le condamne à se noyer. La loi. Voilà. Le grand autre, comme dirait Lacan. Ouais, voilà. Le mot suivant par rapport à ce travail sur von Kleist, c'est hésitation. Hésitation entre le ridicule et le pathétique, hésitation entre la tragédie et la farce. Ben, d'abord, c'est une vraie caractéristique romantique. Une grande ironie, aller jusqu'au bout, coûte quoi coûte, je ne sais pas comment dire en français. Qu'est-ce que ça coûte? Coûte que coûte. Coûte que coûte, voilà. Et donc, pour la famille Schroffenstein, le parti pris, c'était de mener jusqu'au bout cette folie de la vengeance, de la jalousie, de la relation entre deux familles, qu'il a pris d'ailleurs de Shakespeare. Et donc, nécessairement, vu que la cause de tout ça, enfin, c'est un doigt d'enfant, la chose plus petite qu'on peut imaginer dans un corps humain, le petit doigt d'un petit enfant,
Donc ça termine avec une espèce de farce terrible, parce que chaque père tue son propre enfant en pensant de tuer l'enfant de l'autre, et à la fin... Quiproquo, Oui. hein, Oui. à l'italienne. Oui, voilà. Et dans Les Princes, il y a cette ironie au fond, dans plusieurs passages. Le moment que ça commence avec un somnambulisme et un rêve. Pourquoi est-ce qu'il faut privilégier la farce chez von Kleist qui se suicide? Ben, Il était un peu tourmenté, ce garçon, quand même. il était beaucoup tourmenté et il n'avait pas une place dans le monde. Il a cherché tout le temps une place pour vivre, une colocation pour être dans la société et il n'arrivait jamais à trouver sa place. Sa vraie place était être écrivain et poète. C'est ça qu'il était. Mais il n'a jamais été reconnu comme poète. Donc tout d'un coup, il a décidé de partir et c'était un moment très heureux pour lui, la mort. Il a mis à préparer sa propre mort comme le seul mariage qu'il a eu, avec une femme qui était déjà mariée en plus. Et la seule possibilité qu'il avait de s'en aller. Il s'est suicidé en 1811, je crois. Né à 30 ans. Il doit être né dans les fins des années 70. Oui. Et il s'est suicidé en 1811. On va regarder un extrait de la famille Schroffenstein que vous mettez en scène avec des jeunes élèves de Cannes avec lesquels vous avez travaillé 3 ans. Extrait. Vengeance sur l'hostie, je le jure. Vengeance contre la maison de Sylvester, comte de Schroffenstein. Elle apparaît et disparaît tel un fantôme à tous les deux. À tous les deux, bah oui. Mais avec cette différence qu'à toi revient le talent de faire venir le fantôme et moi celui de le bannir. Jeanne. Bah, le bout de mon nez en est la cause. À moins que ce ne soit le lobe de mes oreilles. Quoi d'autre en moi est si plein d'épouvante qu'il chasse le sang de ses joues et lui enlève toute force, hors celle de fuir. Sortir de cette pièce, on va parler de la manière dont vous scénographiez, en tout cas dont vous êtes aidé en scénographie. Donc je vais parler d'éléments de décor et je vais dire plan incliné. Le plan incliné vous intéresse? Ben, beaucoup. Il y a un mot à propos des mots dans Le Prince d'Hambourg qui est chute, qui passe enflammé à un moment donné. Il y a plusieurs mots, rien que vivre. Et il y a un plan qui devient de plus en plus incliné. Et dans la famille Schroffenstein, il y a cette passerelle qui se combine avec un mur et qui crée... Les plans inclinés, ça mène... D'abord, c'est une contrainte. Donc, les comédiens doivent être très vigilants par rapport au corps. Ça fait glisser, on peut rouler, on peut tomber. Et ça fait... c'est un de ceux... C'est un peu salaud de la part du metteur en scène. Non. Si on dit qu'un spectacle, c'est une expérience, et le plus les comédiens traversent cette expérience, le plus le public est amené avec eux, il faut qu'il y ait aussi quelques mises en jeu physiques. Ça amène à une attention différente. La communication, ça ne se passe pas qu'à travers les mots, hein, on sait bien. Il y a quelque chose qui dégage de l'ordre de l'émotion, qui se transmet, c'est du risque. De la mise en jeu, justement, vu qu'on appelle ça jouer. Donc, c'est très intéressant si les corps sont éveillés, s'ils sont mis à l'épreuve. Et c'est pour ça aussi que j'aime le cirque. J'allais vous dire comme au cirque. Voilà. Mais c'est un peu différent, c'est-à-dire que là, l'accent, c'est sur l'interprétation, sur comment les mots traversent et sont habités, et sont mis en relief. En plus, j'ai choisi pour les 2 pièces une traduction à vers, et qui est la traduction d'Éloi Hercoin, qui tient cette métronome, qui est le mouvement des vers, mais en même temps, il est plein de relief dedans. Donc, il y a beaucoup à jouer. Il faut qu'il soit habité vraiment à fond de ces mots, qu'en même temps, les moments où elles sont dites, elles amènent dans un autre endroit, qui est un endroit de déséquilibre, justement.
On revient. Ben voyons. Ben voyons. Traduction de qui, vous avez dit? Éloi Recoin. Éloi Recoin, bien sûr, moi qu'on connaît, d'accord. Éloi Recoin. Hein. Le mot suivant, c'est générationnel. Parce que dans la famille, vous avez travaillé avec des élèves pendant 3 ans, Oui. de l'école des comédiens de Cannes, et vous leur faites jouer les pères et les fils en même temps, ou les mères et les filles en même temps. Comment est-ce que, vous parliez du travail sur le corps et de la mise en danger du corps, ou de la prise de risque, comment est-ce qu'on demande à un jeune comédien de jouer un père? Enfin, ou est-ce qu'on lui demande ou pas? Ou est-ce qu'on fait autrement? Dans ces cas spécifiques de Kleist, d'abord, ce sont des pères pensés par un jeune. Par un jeune. Donc, Kleist a écrit ça, donc c'était dans sa imagination. Les voix qu'un poète donne à ses personnages sont des voix qui viennent de lui. C'est différentes voix qui sont dans lui. Comme dans un rêve, quand on rêve, tous les personnages du rêve sont toujours nous, au fond. A priori. Donc, et en même temps, ces mots-là, quand ils sont assumés, ils traversent vraiment les comédiens. Il va dans cette direction. Il ne faut même pas trop caractériser au niveau, je ne sais pas comment dire, extérieur. Alors. Il faut qu'il assume la position du personnage. Ça se fait qu'il y a une fille très jeune qui joue la Eustache, qui est la mère. Qui est la mère. Oui. Et voilà, et ça se passe très bien. Une fois qu'elle a compris où elle était. J'ai 2 mots pour terminer cette rencontre. Le premier, c'est nomade. Alors, il y a des mots de minuit nomade, à Avignon, par exemple, mais vous aussi, c'est un mot qui vous convient bien, je trouve. Oui, absolument. Je suis nomade par rapport à mes intérêts. J'aime beaucoup penser que les plateaux, c'est un lieu de rencontre entre tous les arts. Et je suis ravi, ravi d'un côté et de l'autre. Balayé, voilà, par tous les arts. Et je vais voir des expositions, je reste étonné, j'entends de la musique. Et c'est-à-dire, la beauté, c'est aussi ça, de pouvoir se balader d'un art à l'autre. J'écris, et de l'autre côté, c'est vrai que mon travail, c'est un peu comme les peintres de la Renaissance. On arrive dans un lieu, un abbé ou une église, on dit, ah ouais, il y a ce mur, c'est ça, le mur, c'est ça. Faites-moi une crucifixion. Et après, on la fait comme on veut, la crucifixion. Faites-moi un prince d'Hambourg. Après, c'est le prince d'Hambourg que je désire. Comment est-ce que j'habille la cour d'honneur, par exemple? Visuellement, et là aussi, il y a un beau travail, une belle réussite en termes de lumière. En plus, si c'est la cour d'honneur, c'est différent. Si c'est un théâtre, c'est encore autre chose. Je me les réfère dans un théâtre, les princes, ça va être encore une autre chose. Je termine avec le mot intermittence. Et sans bon voilà, c'est simplement un clin d'œil. Les intermittents vous ont fait des misères, puisque plusieurs... il y a eu une grève. Deux grèves, que le spectacle a été interrompu. C'est pas dépréciatif pour les intermittents quand je dis qu'ils vous ont fait des misères, mais bon voilà, il y a une réalité sociale qui a interféré avec votre travail. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de ce mot d'intermittence et du statut qu'il recouvre? Il m'a corrigé, régime, pas statut. Régime, pardon, vous avez raison. Non, parce que j'étais... Non, je suis d'accord. Ce régime, vous avez absolument raison. Vu qu'on parle de mots. Donc, non, moi je suis tout à fait solidaire, d'abord. Et ça, je trouve très intéressant qu'on prend un petit bout, c'est-à-dire intermittent, on tire, et tout le reste vient avec. C'est-à-dire les chômages, les chômeurs, l'Europe. La précarité. La précarité, on connaît bien. Donc, on veut pas. Donc, je suis tout à fait solidaire. Complètement. J'ai discuté, je suis allé à l'Assemblée générale avec grand plaisir. Après, je me dis, mais ça, c'est un point de vue italien. Donc, comme les lettres persiennes. Vous êtes, comment vous appelez déjà, Giorgio Barberi Corsetti. Voilà. Ouais, donc le point de vue italien. C'est-à-dire que pour nous, un plateau, c'est un lieu conquis. C'est un lieu de liberté. Donc, si on a
les vrais problèmes en Italie, c'est arriver à avoir un plateau. Pas s'en sortir pour faire la grève. Donc, pour moi, les gestes poétiques qu'on peut faire sur un plateau, c'est très fort parce que c'est vraiment un lieu. Le théâtre ferme, il y a très peu de festivals, il y a de moins en moins d'argent. Bon, alors, pour ne pas parler du niveau du chômage qu'il y a en Italie, pour les jeunes, c'est de 50%, c'est énorme. C'est énorme. Donc, on a envie de jouer. Moi, si je ne peux pas jouer dans un grand théâtre, je vais dans une friche, n'importe où, et je joue. Voilà, donc pour moi, c'est difficile de dire, oh non, on ne joue pas. Mais je peux comprendre. Mais en même temps, donc je suis déchiré par rapport à ça. Merci beaucoup, et puis bonne route et bon chemin nomade avec Pasolini dans les mois qui viennent. Merci. Merci à vous. Non, je ne me souviens plus du nom du bal perdu. Ce dont je me souviens, c'est de ces amoureux qui ne regardaient rien autour d'eux.